Alors, autour de cette table, nous avons, enfin, de cette table, oui, Benoît Grison, qui est biologiste, qui tu fais tellement de choses que entre autres, est auteur d'énormément de livres. Alors, non, pas Aina Kéros. D'abord, ah ben, on a enlevé la liste. Bon, alors, Aina Kéros, à côté de toi, qui est biologiste et ethnobotaniste, et qui travaille plutôt pour créer des médicaments. On va en reparler en observant les animaux. À la droite d'Aïna, il y a Rémi Marion, qui est journaliste, explorateur, vidéaste et spécialiste de l'ours. Et puis, à ma droite, Laurence Paoli, qui a beaucoup travaillé au Muséum d'histoire naturelle et qui maintenant est, je dirais, vulgarisatrice scientifique un peu, hein, c'est ça? Donc, auteur de nombreux livres. Voilà, alors chacun a un petit peu sa spécialité dans le sens que on va parler au départ, je vous propose comme plan un peu c'est que Benoît nous fasse une introduction, parce qu'il a été notamment directeur scientifique d'un film formidable, qui s'appelle Les animaux médecins, et il connaît vraiment bien ce sujet. Donc déjà qu'il nous explique ce que c'est que la zoopharmacognose, qu'il nous donne quelques exemples, etc. Après, parlera justement d'un animal très symbolique, c'est l'ours. Rémi Marion pourra nous dire un peu déjà les talents, je ne sais pas comment on peut l'appeler, les connaissances de l'ours, et puis quelques espoirs que l'ours nous laisse percevoir, parce que c'est incroyable, c'est un animal assez extraordinaire. Aïna pourra nous parler de comment elle travaille justement pour fabriquer des médicaments, donc parmi ses espoirs, des médicaments sur des maladies importantes pour soigner les humains grâce au modèle végétal ou animal. Et puis après, on parlera d'une autre forme de santé, qui est la santé mentale. Et là, on reviendra à la médiation animale. On en a un petit peu parlé avec les perroquets tout à l'heure, avec Laurence Paoli, qui a écrit un livre sur la médiation animale. Elle nous parlera du chien, parce que c'est plus le propos du livre, mais on pourra parler d'autres animaux et comment les animaux peuvent nous aider, nous, à gérer nos problèmes de santé mentale, dépression, problèmes de violence, etc., etc. Alors, Benoît Grison, je vous propose de commencer en nous expliquant déjà ce que c'est que cet horizon incroyable qui s'ouvre devant nous. C'est un nouveau continent scientifique, hein, Yolène. Et bon, toutes et tous, aujourd'hui, on va essayer de l'illustrer, outre le sujet très important de la médiation sur le plan psy. Et c'est un continent qui s'est ouvert dans le monde académique il y a seulement environ 45 ans. À la fin des années 1970, il y a une personne, hein, c'est rare hein, que tout parte d'une personne hein, dans les courants scientifiques, et cette personne, c'est Richard Wrangham, un anthropologue et un spécialiste aussi des primates non humains, qui travaillait en Ouganda, en Tanzanie, un Anglais. Et puis, en fait, les Game Rangers d'un parc naturel, mais où il y avait un peu de chasse autorisée, ce qu'il déplorait, lui disaient, tu sais, les chimpanzés que tu étudies, tu ne les remarques même pas, mais ils ont des médicaments. Alors, attendez, si, ils ont des médicaments comme nous, on utilise des plantes pour nous soigner. Et ces rangers lui donnent l'exemple d'une plante, l'aspilia, et ils disent, tu sais, ils utilisent ça pour se débarrasser de vilains vers qu'ils ont dans le tube digestif. Donc Wrangham n'y croit pas et finit par mettre en évidence le comportement de prise de l'aspilia à chaque fois qu'un individu du groupe qu'il étudiait était visiblement infesté par des vers, ce qu'on pouvait constater dans ces excréments. Et il finit par montrer que oui, l'aspilia a bien un effet thérapeutique parce que c'est une plante dont les feuilles ont des sortes de poils, entre guillemets, qui font effet velcro et qui accrochent les vers. Alors, c'était une première étape parce que c'était pas la prise d'un médicament animal, il n'y a pas un principe actif comme dans notre pharmacopée humaine, mais c'était bien une recette thérapeutique qu'utilisait un groupe de chimpanzés. Et la notion de groupe est importante, j'y reviendrai tout à l'heure. Et après, ça a ouvert tout un champ de recherche qui est tout à fait incroyable sur les chimpanzés dans un premier temps. Des chercheurs comme Michael Hoffman, Sabrina Krief, qu'on connaît en France, ont inventorié l'armoire à pharmacie des chimpanzés. L'armoire à pharmacie des chimpanzés, elle est bien pourvue. Hein, que ce soit l'acanthus, une plante pour les problèmes dermato, la vernonia pour les problèmes, là encore, de vers, de parasites intestinaux, ou l'albizia pour les problèmes de ballonnement digestif. L'albizia, c'est une plante qu'on connaît dans nos jardins, parce que c'est une plante ornementale, c'est l'arbre de soie. Bon, il y a des dizaines de plantes dont l'usage thérapeutique, médicinal avéré par les chimpanzés africains est établi. Alors la question, c'est que cet usage n'est pas universel, parce qu'il y a des cultures chimpanzés, de même qui ne font pas les mêmes outils partout.
Certains utilisent des bâtons, pas seulement des bâtons à termites, d'autres des outils de pierre pour casser des sortes de noix de cajou. Eh bien, vous avez des recettes médicinales qui se sont propagées et qui sont d'une efficacité avérée de la part des pharmacologues dans certaines régions d'Afrique, dans certains groupes de chimpanzés, et pas dans d'autres. Ça pose la question de l'innovation comportementale, qu'évoquait tout à l'heure à propos des hyménoptères Mathieu Lioro. Il y a visiblement un ou plusieurs individus qui ont trouvé certaines recettes et qui avaient suffisamment de poids dans le réseau social pour peu à peu les faire se propager. Ils étaient suffisamment influents. Bon, ça, c'est un premier aspect, mais du coup, les gens se sont ouverts dans la communauté scientifique, en zoologie, en pharmacologie, en biologie du comportement. Ils se sont dit, est-ce qu'il y a d'autres animaux? Alors, on va en parler toute la durée de cette session avec mes collègues et néanmoins amis, mais ce que je peux dire, c'est simplement vous citer 2 exemples très frappants. Bon. Eh ben, la mésange bleue corse, dans la vallée du Fango. Dans les années 2000, des chercheurs du CNRS Montpellier ont montré que des plantes aromatiques qui étaient présentes dans les nids que font les femelles mésanges, etc., pour leurs petits, n'étaient pas décoratives ou aléatoires, que ces plantes étaient des plantes désinfectantes par rapport aux germes qui menaçaient la couvée. Et donc, on retrouve la calaminte, on retrouve la chilée, on retrouve la lavande. Et ce qui a frappé des gens comme Adèle Menera et Marcel Lambrecht, qui travaillaient tous les deux à l'époque à Montpellier, c'est que c'est aussi des plantes qui sont connues pour ses propriétés thérapeutiques par les thérapeutes traditionnels corses. Alors, ils se sont dit, est-ce qu'ils n'auraient pas été influencés par les mésanges? Bon. Et je vous cite un dernier exemple pour vous montrer l'ouverture de ce champ. C'est vraiment une nouvelle frontière dans le domaine de la cognition du comportement animal. Eh bien, c'est les fourmis matébélées. C'est des fourmis qu'on trouve en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire. Et c'est des fourmis guerrières. Elles s'attaquent chaque jour à des termitières, à des termites dont elles se nourrissent. Sauf que les termites africains, avec leurs mandibules, ne leur font pas de cadeaux. Et de temps en temps, il y a des fourmis matébélées qui sont amputées. D'accord ? Alors, elles sont ramenées très souvent dans le nid des fourmis. Et ça, ce n'est pas nouveau parce que ce comportement de secours, on le connaissait chez d'autres espèces de fourmis. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est que celles qui sont ramenées, les blessées dans les nids des fourmis, subissent des soins. C'est-à-dire qu'avec ces pièces buccales, des fourmis infirmières commencent à les humecter donc de leur sécrétion buccale, dont on soupçonne qu'elles contiennent des antibiotiques, parce qu'elles ont un taux de survie considérable et soigné. Par contre, toutes ne sont pas ramenées au nid. Effectivement, à partir du moment où il y a plus de 2 pattes arrachées par le termite ennemi, antagoniste, eh bien, la fourmi lourdement handicapée envoie un signal phéromonal, un messager chimique, aux infirmières qui ne viendront pas la chercher. Bon. Alors évidemment, ces questions de zoopharmacognosie, c'est-à-dire de stratégie thérapeutique, autothérapeutique ou thérapeutique pour les congénères chez les invertébrés, ça pose la question de l'innéité. Est-ce que c'est appris comme le chimpanzé ou comme la mésange? On n'en sait rien du tout. Dans le cas de la fourmi matébélée, le plus vraisemblable, c'est que ça soit un comportement inné. Parce que les comportements de secours, sans thérapie notamment, de certaines fourmis qui sauvent du fourmilion, qui capturent certains de leurs congénères, les congénères, semblent innés. Mais néanmoins, on voit que ça s'étend maintenant, ces investigations, au monde des invertébrés qui est très vaste. Et dans certains cas, on y reviendra peut-être tout à l'heure, on soupçonne aussi des stratégies d'apprentissage thérapeutique chez les invertébrés. Donc c'est toute une affaire. Et ça ouvre une thématique, moi, qui m'est chère par rapport à mes intérêts de recherche, c'est-à-dire que pour ce qui est de l'évolution de la cognition, de l'intelligence, tout ce qu'on appelle la perception, la mémoire, les stratégies de raisonnement et d'anticipation, eh bien, l'évolution des stratégies médicinales des animaux est un bon marqueur. Parce que pour soigner l'autre, pour se soigner, il faut avoir une certaine conscience de soi, de son corps. Pour soigner l'autre, il faut avoir une certaine conscience de ce qui arrive à l'autre. Et donc, ça ouvre des questions très intéressantes sur l'évolution de la cognition, l'évolution de l'intelligence. Voilà, mais je vais laisser la parole à mes collègues. Juste avant que Rémi en reprenne, ce que vous racontez sur les fourmis est dingue, parce qu'elle est capable, la fourmi, de savoir si elle est soignable. C'est-à-dire que ça pousse à quand même une connaissance de son propre corps. Puisqu'elle Oui. ne va appeler, elle va faire le phéromone pour appeler les infirmières que si on peut la soigner. Donc elle est quand même capable de s'auto-diagnostiquer. Alors ça pose une question, justement, jusqu'à quel point ceci est inné. Est-ce que dans ce cas-là, il y a une sorte de programme inné de discernement de la gravité qui créerait une alarme automatique ou une absence de l'alarme automatique? Tout ça n'est pas encore de l'avis même d'Eric Frank, le biologiste allemand qui a étudié ça à Comoé en Côte d'Ivoire, dans la nature. Tout ça n'est pas encore complètement débouché.
débrouiller, mais c'est fascinant. Ah, c'est dingue. Alors, Rémi Marion, là, c'est pareil, l'ours. C'est pas la même taille. Hein. C'est pas la même C'est pas taille la de même taille, bête. je Hein. reconnais. Il doit pas aimer les fourmis, d'ailleurs, l'ours, si. Si, il les mange d'ailleurs. Oui, bon, d'accord. Alors, l'ours, est-ce que vous pouvez donner quelques... On ne va pas tout faire. Non, on va pas parce tout que, faire voilà, aujourd'hui. mais quelques exemples incroyables du savoir des ours. Oui, juste en préambule, peut-être, Yolène. Le livre, là, on est tous autour de la table, c'est de la faute de Yolène quand même, parce qu'elle est très modeste. Et donc, c'est quand même Yolène qui a rassemblé l'équipe pour faire ce collectif. Et dans les collectifs, c'est pas toujours facile. Mais encore bravo. Là où parce je suis que... très fière, c'est que j'en avais parlé à Benoît au départ, qui m'avait dit Oui. c'est très nouveau. Je voulais que Benoît écrive un livre. Il m'a dit il n'y a pas beaucoup de choses en recherche, on va pas y arriver. Je me suis dit t'as eu raison, donc têtu. Oui, et je me suis dit, je vais quand même demander. Et je suis vachement fière parce que tout ce que vous avez raconté est hyper intéressant. Et, merci ce qui est génial, c'est que c'est un livre, je pense qu'il va falloir le rééditer. Merci de nous avoir permis de le dire, du moins. Et la persistance. Oui, donc avec l'ours, c'est un peu compliqué parce que, comme je l'explique dans le livre, il y a, je dirais, trois types de relations entre ce que l'ours peut nous apprendre pour nous soigner. Déjà, c'était une relation très très ancienne. Hein. On pourrait dire peut-être 1 million d'années ou 900 000 ans que les hommes et les ours cohabitent. Donc c'est une longue histoire. Les hommes l'ont mangé aussi, l'ours. Ils ont utilisé quelques parties de son corps. Et très tôt, ils se sont aperçus qu'il y avait peut-être des parties du corps qui pouvaient être intéressantes pour se soigner. Et malheureusement, évidemment, vous connaissez tous la pharmacopée asiatique qui utilise la bile d'ours. Mais tout ça, c'est pas complètement hasard parce qu'on a trouvé dans la bile d'ours une molécule qui est maintenant synthétisée et qui est utilisée pour soigner les maladies rénales. Donc déjà, les chamans et les chasseurs de l'époque avaient constaté qu'en mangeant de l'ours, eh bien, il y avait parfois des choses qui pouvaient nous soigner aussi. Alors après, évidemment, l'ours, lui, il est doté d'un odorat tout à fait particulier qui est 2000 fois plus efficace que le nôtre. Donc il y a une espèce de chromatographe comme ça qui promène dans la nature et avec une précision évidemment essentielle et puis surtout aussi une mémoire des plantes qu'il va pouvoir croiser et peut-être des résultats en les consommant qui peuvent lui donner des résultats positifs. Et aussi, ce qui se passe ici chez les ours, c'est qu'une femelle garde en général ses petits entre 18 mois et 2 ans. Donc, il y a aussi un apprentissage très long. Donc, on suppose quand même que l'ours, il connaît aussi un certain nombre de plantes. On le sait maintenant que d'une façon innée aussi dans certains cas, les ours arrivent à se soigner. Ils prennent des bains d'argile, ils consomment quelques plantes comme l'achillée, comme tu disais tout à l'heure, qui sont utilisées aussi par les ours pour des problèmes d'inflammation, très certainement. Et donc, ils ont peut-être aussi été les précepteurs des humains. Et donc, ça, c'est aussi assez intéressant et on s'aperçoit quand on va outre-Atlantique que chez certaines tribus amérindiennes qui utilisent beaucoup certaines racines d'ailleurs qu'ils ont vues utilisées par les ours, eh bien le mot médecin et ours sont synonymes. Alors ça évidemment c'est intéressant parce qu'on se dit ils ont dû se pencher sur la médecine en regardant les ours et peut-être les ours ont été les initiateurs de la médecine humaine, quoi. Et puis le dernier paragraphe, je dirais, c'est beaucoup plus récent. C'est étudier entre autres l'hivernage des ours qui passent 6 mois sans manger, sans bouger ou presque, et qui ressortent en pleine forme. Ils ont fonctionné en insuffisance cardiaque pendant 6 mois, insuffisance rénale. Ils ne perdent pas de masse musculaire ni de masse osseuse. Donc là, évidemment, il y a d'autres champs d'investigation pour comprendre comment les ours peuvent passer ces 6 mois. Ce sont des mammifères très très proches de nous, qui mangent quasiment la même chose, qui ont, pour les ours européens, quasiment le même gabarit. Sont des mammifères et donc très très proches génétiquement. Et donc, évidemment, ils peuvent nous apprendre énormément de choses sur comment réduire l'inflammation, parce que là, c'est vraiment un problème inflammatoire, entre autres au niveau rénal. Comment ils peuvent réduire, comment ils peuvent anticiper de passer un hiver sans bouger. Et donc, évidemment, les ours peuvent nous apprendre encore énormément de choses. Ce sont les seuls animaux, d'ailleurs, qui ont une hibernation comme ça, aussi fascinante ou... Alors, justement, on a fait une présentation au CNRS il y a 2 jours avec Étienne Lefay, qui, lui, étudie les ours donc depuis plus de 10 ans, qui va commencer à étudier d'autres mammifères hivernants. Pour comparer si justement, et en plus ça a été repéré chez des spermophiles en particulier qui hivernent aussi, qui ne perdent pas de masse musculaire non plus. Donc savoir si c'est propre à l'ours, si ce mécanisme ou ces molécules sont propres à l'ours ou si c'est partagé avec d'autres mammifères comme les marmottes, les loirs par exemple. Donc il y a énormément de champs d'investigation évidemment pour comprendre comment cette période qui
qui serait pour nous critique. Passer un mois dans un lit, vous allez perdre 20% de masse musculaire, votre masse osseuse va être perdue de 15 ou 20%, alors qu'un ours, eh bien, il n'a aucun problème. Donc ça pourrait soigner des millions et des millions d'humains en comprenant justement ces mécanismes. Alors justement, si soigner des millions d'humains en s'inspirant du modèle animal, donc Aina Queiroz, c'est votre travail quotidien. Donc racontez-nous ce que vous faites et comment vous inspirez du modèle animal pour fabriquer des médicaments. Je pense vous donnez l'exemple du gorille des plaines, mais il y en a d'autres. Oui, en fait, mon métier, moi, c'est de partir de ces observations et de faire ce qu'on appelle de la bioinspiration du biomimétisme, c'est-à-dire trouver des applications à partir de ces cas d'automédication animale, par exemple, et d'en faire des solutions pour résoudre nos problèmes d'humains. Et il y a deux sujets qui m'animent particulièrement ces dernières années. Donc le cas des gorilles qui se soignent avec une graine, je vais en dire quelques mots. Et aussi les centenaires Homo sapiens, les humains. C'est aussi un deuxième sujet d'inspiration pour développer des extraits végétaux qui contiennent ces molécules qui pourraient être tout à fait bénéfiques pour nous. Pour les gorilles, tout simplement, on a le gorille des plaines de l'Ouest qui est le plus gros primate qu'on connaisse. Il peut faire jusqu'à 250 kg, 1,65 m, donc il est plus grand que moi même. C'est une espèce extrêmement robuste et pour autant, elle est herbivore, c'est-à-dire qu'elle va consommer uniquement des plantes et quelques insectes, mais on est très loin du personnage de King Kong voilà, il est extrêmement appliqué à manger des plantes et pour conserver cette masse, il va notamment avoir un goût particulier. Il a des récepteurs au goût qui sont différents du nôtre, mais il va être capable de détourner les plantes faussement sucrées. Ces récepteurs au goût ne tombent pas dans le piège des aspartames ou autres naturels dans le vivant, et il va détecter l'amertume de manière différente, donc est capable de manger des plantes qui, à la base, ne sont pas censées lui plaire. Et il y a cette graine qu'il consomme, qui s'appelle la graine de paradis ou la maniguette. Et en fait, il a été prouvé qu'elle avait un impact extrêmement intéressant sur son cœur, notamment au niveau de l'inflammation qu'il peut avoir à ce niveau-là, sachant que ça peut créer une cardiomyopathie fibrosante qui est mortelle. Et on s'en est aperçu parce que dans les zoos en captivité, il y avait une explosion de cette pathologie. Et quand on allait chercher les plantes qui consommaient dans son environnement naturel qu'on ne retrouvait pas en captivité, la graine de paradis en faisait partie. Et quand on allait, nous, explorer ce qu'il y avait au sein de cette graine, il se trouve qu'il y a des molécules, les gingérols, je ne vous rentrerai pas dans les détails, mais plusieurs molécules qui font partie de cette famille donc des gingérols, qui sont capables de jouer sur des voies biologiques de l'inflammation, qui sont conservées chez l'homme. Donc notre pari, ça a été de se dire, allons prouver que si on arrive à sélectionner, fractionner ces molécules au sein de la plante et qu'on les teste sur des modèles humains, on va avoir cet effet anti-inflammatoire. Et donc, c'est notre premier succès officiel aujourd'hui, puisqu'on a prouvé que c'était transposable chez l'humain. On a pu avoir de très belles données pour lutter contre l'inflammation que nous rencontrons en tant qu'espèce. Et donc, c'est le premier cas qui a été, où on est passé de l'inspiration concrète à une solution active qui est aujourd'hui disponible pour nous soigner et résoudre nos problèmes. Et la deuxième piste, dont je vais dire que quelques mots, parce que c'est quand même du biomimétisme et de la zoopharmacognosie, c'est l'humain. Ça consiste à aller explorer 5 régions dans le monde dans lesquelles les centenaires sont en grand nombre, en proportion anormalement élevée. C'est des zones bleues. Il y a Okinawa au Japon, le Costa Rica, la Sardaigne, Ikaria en Grèce et enfin Loma Linda en Californie. Et mon métier, comme tu le disais, d'ethnobotanie, c'est d'aller faire des enquêtes auprès de ces populations-là, ces centenaires, comprendre quelles sont les plantes qu'ils ont consommées toute leur vie, quelles sont celles qu'ils utilisent pour se soigner, celles qu'ils utilisent pour soigner leurs brûlures, et les animaux le font aussi, on appelle ça du fur rubbing, et ils utilisent aussi des plantes en extérieur, en externe, et d'aller voir si on peut détecter au sein de ce régime des molécules qui pourraient expliquer la longévité observée sur place. Oui, c'est pas le coup de notre centenaire Jeanne Calment qui disait que c'était un petit coup de Porto tous les jours. C'est très français ça. Hein. Elle parlait pas de plantes, elle. Mais bon. Il y a le vin, c'est avec de la vigne. Ouais. Ah bah voilà. Ouais, peut-être. Alors on va aborder le dernier volet et puis après on va discuter tous ensemble de ce magnifique sujet. Donc Laurence Paoli, la médiation animale, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est moins nouveau que la zoopharmacognosie. Bon, c'est pas très ancien non plus quand même. Non, finalement. c'est pas très ancien. Il
marche ou pas? Oui, il marche, oui. Non, c'est pas très ancien. En fait, en tout cas, c'est pas très ancien connu sous le nom de médiation animale, avec des définitions propres à la médiation animale. Le soin par le contact animalier a toujours existé, même si on le définissait pas. On savait que la proximité d'animaux familiers pouvait nous faire du bien. Les premières publications sur le soin par le contact animalier, la première est sortie en 62, puis vous avez eu 2 publications après de référence qui sont sorties, l'une en 74 et l'autre l'une en 75 et l'autre en 84, pardon. Et on parle de médiation animale, en tout cas dans les pays francophones, depuis qu'il y a une définition qui a été sortie par la Fondation Sommer, qui s'occupe beaucoup du lien homme-animal et qui est sortie en 2005. Et la médiation animale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la définition est assez stricte. C'est une relation en trio, c'est-à-dire que vous devez avoir, ce qu'expliquait Hélène de Vallombros tout à l'heure, vous devez avoir obligatoirement en fait une personne intervenante, un animal au milieu et une personne bénéficiaire. Et c'est normalement une relation qui une relation qui doit être soignante en fait à différents degrés. Et là dans ce livre en fait je parle spécifiquement non pas que de médiation, loin de là, mais des bienfaits du chien à nos côtés. Voilà. Alors, juste avant que vous nous donniez quelques exemples pour le chien, de même que Benoît nous disait tout à l'heure que la zoopharmacognosie, finalement, c'est un peu pas un hasard, mais enfin, ça a été quand même découvert au départ. Hein. Là, c'est le psychologue ou psychiatre, je sais pas, Levinson. Ouais. Levinson. Levinson. Racontez juste cette histoire parce qu'elle est incroyable. Pour ceux qui la connaissent ou qui l'ont déjà entendue, je suis désolée. En fait, Levinson, alors on parlait donc de soins par le contact animalier. Bon, bref, on savait que, par exemple, des malades dans des hôpitaux, s'ils s'occupaient d'animaux, s'ils étaient en contact avec des animaux, se sentaient moins déprimés et se sentaient mieux. Mais ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'il y a une première publication, c'est qu'un monsieur qui s'appelait Boris Levinson et qui était psychiatre a reçu un enfant autiste, un jeune garçon autiste qui s'appelait Johnny. Et il se trouve que en le recevant, il n'a pas eu le temps de faire sortir son chien Jingles de son cabinet. Et Johnny, qui était extrêmement renfermé, qui avait eu un diagnostic très dur où on demandait, on avait conseillé aux parents l'hospitalisation et il venait voir Levinson vraiment en désespoir de cause, comme la dernière chance. Et bien Johnny s'est intéressé instantanément à Jingles et a établi un contact avec le chien, ce qui a stupéfait et ses parents et le psychiatre. Et donc il a mis en place une thérapie en présence du chien et c'est grâce au chien donc, qui a servi d'intermédiaire et donc de médiateur entre Levinson et l'enfant qu'il a pu établir une relation thérapeutique en fait. Et les 2 autres publications qui sont connues aussi sont des publications de hasard, on va dire. La seconde, c'est les Corson qui étaient des psychiatres qui eux officiaient dans un hôpital psychiatrique avec des jeunes, des adolescents et qui avaient un certain nombre d'enfants qui résistaient aux traitements qu'on leur donnait, qui étaient vraiment des traitements très durs à l'époque, camisole chimique et vraiment il y avait beaucoup d'électrochocs, de choses comme ça. Et il y avait en même temps un service d'expérimentation animale sur des chiens dans le même hôpital et ils se sont rendus compte que certains de ces enfants réagissaient au bruit des chiens, aux aboiements et à leur présence. Et donc, perdu pour perdu, ils se sont dit qu'ils allaient essayer de les mettre en contact avec ces animaux. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des résultats stupéfiants, c'est-à-dire que ces enfants qui étaient très atones, très renfermés, qui ne manifestaient plus rien, tout d'un coup s'intéressaient aux chiens. Et ils ont mis en place un traitement à la sauvage, on va dire, en présence des chiens. Et à partir de là, effectivement, ils ont obtenu des résultats stupéfiants avec ces enfants. Et la troisième elle vient d'une prison, en fait, de la partie d'un hôpital psychiatrique qui était chargé, lui, d'accueillir des prisonniers, donc des gens perdus dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qui étaient perdus pour la société, perdus moralement et perdus psychiquement. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un prisonnier qui avait recueilli un oiseau dans sa cellule et qu'il soignait avec l'aide, en fait, des autres prisonniers. Il le cachait, bien sûr, de peur qu'on leur confisque l'oiseau. Et ils se sont dit que c'était tellement extraordinaire que des gens avec ce profil-là et ces pathologies-là s'intéressent à un animal complètement vulnérable et se prennent des risques pour s'en occuper, que ça valait le coup de tenter de proposer à d'autres prisonniers d'héberger des petits animaux dans leurs cellules. Et donc, ils ont mis en place comme ça tout un système où ils avaient le droit d'avoir des petits rongeurs, des oiseaux, etc. 10 ans plus tard, la publication sort, et donc elle fait une synthèse de ces 10 années passées, et on se rend compte que les accès de violence ont pratiquement disparu, que des traitements ont pu réajuster à la baisse, que beaucoup de médicaments ont pu être supprimés, et que tout est beaucoup plus fluide. Alors, on va reprendre en plus tout à l'heure des exemples sur le chien, on ira un petit peu plus loin, mais là, on a parlé beaucoup d'animaux un peu symboliques quand même. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des animaux un peu pas méprisés, mais limite. Benoît, on parle par exemple de savoir de certains papillons monarques ou alors des moutons. Et ça, j'aimerais bien qu'on en parle parce que c'est des animaux...
Oui, en fait, on va commencer peut-être par les papillons monarques. Ils sont mieux connus pour leur migration extraordinaire, hein. C'est des très beaux papillons orangés et qui partent donc des États-Unis, hein, du sud des États-Unis, et qui vont hiverner en Amérique centrale, au Mexique. Bon, et pour ce parcours, ils suivent en fait les variations du champ magnétique terrestre parce qu'ils ont des récepteurs, hein, notamment semble-t-il d'oxyde de fer dans le cerveau, plus exactement les ganglions cérébroïdes, comme on voyait tout à l'heure dans la conférence de Mathieu, et dans le thorax. Bon, très bien, jusque-là. Mais il se trouve qu'ils sont confrontés à un problème, ces animaux-là, c'est qu'ils pondent leurs œufs sur des asclépiades, hein, ces belles plantes, là, etc. Ok. Seulement, ces œufs-là sont souvent infestés par un animal unicellulaire, un protozoaire. Bon. Alors, il y a des asclépiades qui ont la solution quelque part, c'est-à-dire qui produisent des molécules qu'on appelle les cardénolides et qui tuent ces protozoaires. Mais il y a des asclépiades qui en produisent beaucoup et d'autres moins. Et donc, on constate la chose extraordinaire suivante, c'est que quand il y a un pic d'infestation, en fait, dans leur environnement, de la part de cet animal qui va tuer leurs œufs, hein, c'est ça l'enjeu de survie, eh bien, vous aurez votre papillon monarque qui ira vraiment pondre spécifiquement, alors qu'il y a beaucoup d'espèces asclépiades, sur les asclépiades qui produisent beaucoup de cardénolides, comme si elles recherchaient, je dis bien comme si elles recherchaient la solution thérapeutique. Alors, s'en est suivi un grand débat. Est-ce que c'est un comportement inné qui a été sélectionné au cours de l'évolution ? Donc, il ne suppose aucune cognition, aucune intelligence. Est-ce que, au contraire, il y a une forme d'apprentissage qui est tout à fait possible parce que les insectes apprennent. On sait que les drosophiles apprennent très bien. On a vu tout à l'heure que les abeilles apprennent très bien. Les drosophiles peuvent même apprendre des comportements culturels, y compris dans la manière de se reproduire. Alors, je ne détaillerai pas forcément, mais si on propose en laboratoire comme partenaire sexuel aux femelles qui choisissent les mâles chez la drosophile, hein, c'est la mouche ordinaire, des partenaires sexuels qui sont marqués d'une tache verte, et qu'un nombre significatif de femelles adoptent ces partenaires sexuels, les autres ne voudront plus de partenaires sexuels autres. Alors ça, c'est très amusant, parce que ça veut dire qu'il y a un apprentissage social, qu'il y a une sorte de conformisme chez la drosophile. Il y a des modes, en fait. Il y a des modes. Ce qui veut dire qu'on se pose, pour revenir à notre beau papillon orange, là, migrateur, eh bien, on se pose à son propos, ce papillon, la question suivante. Est-ce que le monarque est capable d'évaluer la situation d'infestation et d'avoir un comportement stratégique, cognitif en fonction de la situation d'infestation? On n'en est pas sûr. Alors certains disent qu'il y a peut-être un apprentissage, puisque un insecte peut apprendre, hein, je viens d'en parler. D'autres disent c'est complètement inné. Puis il y a ceux qui disent c'est épigénétique. Alors c'est une notion complexe qui t'intéresse d'ailleurs, Rémi, je le sais, à savoir peut-être que dans certaines populations, bien, en fonction de l'environnement, les gènes ont été légèrement modifiés par l'environnement et que ça s'est transmis au cours de plusieurs générations, parce que parfois il y a quand même des phénomènes d'influence directe du milieu sur les gènes à travers des régulations, ce qu'on appelle la méthylation. Bref, on ne sait pas, mais c'est extraordinaire. Le deuxième cas, les moutons, là on sait très correctement. On sait d'abord une chose, c'est que les moutons et les chèvres ont une cognition très développée, alors que, bon, dans quand même la pensée populaire occidentale, on les considère comme des abrutis, hein, tout comme les vaches pendant longtemps. Bon, hein, par exemple, les moutons et les chèvres sont capables d'attention conjointe, c'est-à-dire qu'ils suivent le regard d'un congénère ou éventuellement d'un berger quand ils le voient regarder quelque chose sans rien dire. Ce qui suppose, d'un point de vue cognitif, un enfant humain commence à savoir faire ça à partir de 10 mois, qu'il se dise, hein, sans anthropomorphisme, qu'est-ce qu'il regarde là ? Pourquoi il a son regard attiré par quelque chose et qu'est-ce que c'est que cette chose ? Est-elle intéressante ? Bon, eh bien, il y a Juan Villalba, qui est un agronome donc nord-américain d'origine mexicaine, qui a essayé de tester les capacités autothérapeutiques des moutons. Alors, il s'est aperçu qu'effectivement, les moutons, différentiellement, quand on leur donnait des pâtures riches avec certaines plantes médicinales, notamment bonnes pour la digestion, choisissaient les plantes bonnes pour la digestion, surtout quand ils étaient perturbés. Et après, il s'est dit, il faut que j'expérimente rigoureusement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait plusieurs expérimentations, dont la plus connue est la suivante. C'est une expérimentation, bien sûr, qui peut poser des problèmes éthiques. Lui-même dirait qu'il ne la ferait plus. C'est-à-dire, vous donnez beaucoup de tanin à un mouton, ça va lui créer des gros problèmes digestifs. Et vous lui donnez à disposition, mais il ne connaissait pas ce produit, dans sa mangeoire, et bien sûr dans la nature, il ne risque pas de le rencontrer, du polyéthylène glycol qui est utilisé en médecine humaine. Et le mouton, en désespoir de cause, commence
a donc absorbé le polyéthylène-glycol et il constate très vite, puisqu'il est intelligent, que ça réduit ses problèmes digestifs. Bon. Et Villalba a montré après que, en fait, les brebis qui avaient été sujettes à cette expérience, quand on faisait tomber malade, même problématique, et là encore, il dirait qu'il ne dupliquerait plus cette expérience, et les agneaux, les brebis qui étaient en captivité à côté des agneaux dans la bergerie, s'il y avait du polyéthylène-glycol à disposition, clairement orienter le comportement alimentaire de leur agneau vers le polyéthylène-glycol, c'est-à-dire qu'elles avaient appris que c'était un régulateur et qu'elles voulaient transmettre ça à leur agneau. Bon. Et alors actuellement, Juan Villalba se dirige vers des expérimentations écologiques, c'est-à-dire vraiment en milieu naturel, beaucoup plus sympathique, puisqu'il essaie de varier les types de pâtures pour voir jusqu'à quel point elle différencie les plantes alimentaires qui sont aussi des plantes médicinales. Voilà. Donc il fait des sortes de plans expérimentaux. Il y a des pâtures où il n'y a rien. Bon, là c'est la pâture témoin. Il y a des pâtures où il y a plus ou moins de plantes médicinales de tel type, etc. Et il semble bien que ces animaux savent distinguer quelles sont les plantes qui vont réguler leurs problèmes de santé dans la pâture pour peu que celle-ci ait une biodiversité végétale suffisante. Voilà. Ça veut dire que c'est énorme pour l'élevage parce qu'on pourrait un jour imaginer que les animaux d'élevage puissent se soigner par eux-mêmes. Enfin, en tout cas, le rêve de gens comme Villalba, c'est ça, parce qu'il n'est pas que spécialiste de la nutrition au départ, c'est la physiologie de la nutrition, il est également agronome de formation et il dit, je m'en souviens toujours, et il dit pour sortir de certains modèles d'élevage, ça serait superbe. Est-ce que ça veut dire, je ne sais pas qui peut me répondre, Taïna, je ne sais pas, est-ce que ça veut dire que tous les animaux seraient possiblement des modèles? Vous, par exemple, quand vous partez sur un modèle, on a parlé du gorille, mais ça se fait comment? Comment vous choisissez l'animal? Quelle est la méthodologie? Est-ce que tous les animaux pourraient vous inspirer? En fait, clairement, donc le premier succès, c'est sur le gorille, mais on travaille sur beaucoup d'autres espèces, les reptiles, les oiseaux, les insectes. Pour moi, tous les règnes que j'ai identifiés possèdent au moins une espèce capable de le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce serait une erreur de s'imaginer que l'automédication, c'est uniquement réservé à des êtres supérieurs vivants. On est sur un principe presque basique de la nature. Si toutes ces espèces animales qui existent encore autour de nous aujourd'hui sont encore présentes au même titre que nous avons réussi à survivre, c'est parce que dans toute leur palette de stratégies, elles ont su s'automédicamenter. Donc c'est vrai que parfois, on a cette illusion que c'est d'une intelligence supérieure que de pouvoir avoir cette capacité, alors qu'en fait, c'est un principe de base. On est plus ou moins, nous, capables de l'interpréter. C'est évident que si les grands singes, les ours, ces mammifères, on a plus de facilité à imaginer qu'ils en sont capables, c'est déjà parce que, en termes de... C'est le Muséum qui a sorti une étude passionnante là-dessus, sur l'arbre phylogénétique, c'est-à-dire quand on regarde par rapport à l'évolution, où est-ce qu'on est placé en tant qu'espèce les unes par rapport aux autres, on est capable d'avoir plus d'empathie et d'accorder plus d'intelligence aux animaux qui sont proches de nous. Parce qu'on est capable d'anthropomorphisme, de se projeter et d'imaginer qu'on comprend leurs émotions plus facilement que celles d'un crapaud, par exemple. Mais vraiment, quand nous, on va aller explorer toutes les manières dont les animaux se soignent, il n'y a aucune catégorie, à ma connaissance, qui a pu être exclue jusqu'ici. Et ça nous rend très humbles sur le fait que ce n'est absolument pas une capacité supérieure d'une espèce par rapport à une autre. Oui. Oui, je pense, juste pour compléter, je pense que peut-être la révolution, comme tu le disais, avec la zoopharmacognosie, Benoît, tout à l'heure, peut-être que la révolution, elle vient dans l'humilité que l'homme doit apprendre aussi par rapport à ça, et plus se placer au-dessus de tout le règne animal, mais au contraire redescendre d'un échelon, enfin, ou de plusieurs échelons même, et pour se mettre justement au même niveau que les insectes, les reptiles et les autres mammifères peut-être. Et c'est là aussi que ça devient, à mon avis, important, parce qu'au-delà même des recherches comme peut faire Aïna ou Benoît ou d'autres, il y a aussi ce côté, je dirais, place de l'humain maintenant sur la planète et notre biodiversité. Et je pense que c'est là que la grande démarche, aussi la grande révolution, elle est là aussi. C'est aussi cette prise de conscience. Oui. Et puis le respect des cultures autres, parce qu'effectivement, Wrangham, mais bon, c'est pas à toi que je l'apprendrai, Aïna, Wrangham est le premier à avoir écouté, mais quand on regarde l'histoire de l'anthropologie et des sciences naturelles, et moi je me suis pas mal intéressé à l'histoire de la zoopharmacognosie, on voit qu'il y a des grands naturalistes qui, notamment Steinman, qui était donc un grand spécialiste de la faune de la Guyane, à la fin du XVIIIe siècle, qui ont entendu des peuples autochtones des indications de ce genre,
qui étaient très circonstanciés. Tel animal se soigne de telle façon, très pragmatique. Et ils ont dit non, ça c'est des sornettes, ça ne m'intéresse pas, même d'aller voir ou de tester. Donc là, il y a vraiment un changement de perspective à la fois sur la nature, notre place dans la nature. On n'est pas au centre, on n'est pas au sommet. Il y a un corail de la vie dont on est une des branches, mais aussi sur l'écoute des cultures autres, voilà, et des ethnosavoirs. Et après, c'est vrai que là, avec les études qui sont faites à Clermont-Ferrand, entre autres sur le muscle et à Strasbourg, de l'ours, eh bien là, on franchit aussi les barrières des espèces, tout bêtement. C'est-à-dire que si on met du muscle humain dans du sérum d'ours, du sang d'ours hivernal, eh bien on voit que la masse musculaire humaine va croître. Donc là aussi, ça nous oblige aussi une introspection quelque part à redescendre de notre plateforme. C'est-à-dire que les espèces, c'est un petit peu complètement artificiel quelque part, parce qu'on partage beaucoup de choses. Et là, si on met du muscle humain dans du sérum d'ours, eh bien, le muscle humain va croître. Donc voilà, donc ça change beaucoup de choses dans la vision de la nature, de ce qui nous entoure. Donc on arrive au fameux One Health, moi qui me fascine. Je trouve que qui est-ce qui veut nous expliquer ce que c'est que le One Health, qui est quand même un truc extraordinaire? Mieux que moi, mais en fait le One Health basiquement, et puis après ils vont vous l'expliquer scientifiquement, c'est qu'en fait tout est lié. En fait, l'équilibre de la Terre est lié. Nous sommes liés aux animaux et nous sommes pas liés qu'aux animaux. Nous sommes liés aux plantes, nous sommes liés aux équilibres naturels, nous sommes liés à la vie des océans, et que lorsque on supprime, on détruit, on abîme ou on empoisonne notre environnement, et bien de façon très mathématique, on coupe la branche sur laquelle on est assise parce que justement il y a un lien vital qui nous lie tous. Voilà. Alors, il y a une explication scientifique, je pense, qui va plus loin que ça. Et puis il y a la réflexion de Philippe Descola qui dit que la nature n'existe pas parce qu'en fait tout ça c'est un tout et on n'est pas, il n'y a pas la nature et nous. Il n'y a pas de séparation absolue. Et puis non, mais Laurence l'a tout dit. Simplement la médecine environnementale, maintenant qui s'occupe beaucoup d'écosystèmes, au départ était très anthropocentrée. Les amis médecins environnementaux qui disent au début on pensait qu'aux polluants, ce qui est très important bien sûr. Et maintenant la médecine environnementale dit la dégradation des écosystèmes. Et je précise avant le Covid quand même. Bon, il y avait une prise de conscience et mieux scientifique là. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le One Health, la santé intégrative, c'est qu'on est dans un monde de relations avec les autres espèces parce qu'on ne peut pas s'arracher aux écosystèmes même si on aurait cette prétention. Et que soigner la qualité de ces relations au sein des écosystèmes, les maintenir, ça profite à la santé humaine, voilà. Parce que malgré tout, bien sûr, One Health, c'est un petit peu anthropocentré. Et soigner les relations et l'environnement, ça s'applique aussi à la médiation animale, parce que voilà. Alors, pour revenir au One Health, juste un exemple. One Health, il faut traduire quand même. Pour tout le monde, santé, c'est une santé. Voilà, une santé unique. Voilà. Une santé. Voilà. En fait, en Italie, par exemple, qui est le seul pays qui a légiféré réellement sur la médiation animale, pourquoi ? C'est parce que leur ministère de la Santé regroupe la santé animale et la santé humaine. Et donc, en fait, ils ont pu faire le lien très facilement et ils ont légiféré et ils ont encadré la médiation animale. Donc, ça part vraiment du One Health où ils se sont dit qu'effectivement, le raisonnement était intégratif, justement, voilà, et pas clivant. Et une des conséquences d'une One Health, c'est qu'il faudrait qu'on travaille tous ensemble. C'est-à-dire que les médecins, alors qu'en fait, on travaille tous chacun dans son secteur, les médecins travaillent avec les vétérinaires, etc., parce que les animaux peuvent nous apprendre et dans l'ensemble. Et ben justement, c'est ce qu'on voit avec les travaux sur l'ours, c'est que là, ce sont des vétérinaires qui manipulent les animaux, évidemment, mais ils font des prélèvements pour des biologistes et des médecins. Et donc, forcément, tout le monde doit travailler en bonne intelligence. Et moi, je me rappelle avoir discuté avec des néphrologues suédois qui disaient c'est super de travailler avec les vétérinaires, parce que les vétérinaires, faut qu'ils fassent aussi bien une biopsie sur un éléphant que quasiment sur un poisson rouge, enfin, ou sur une souris. Et donc, c'est déjà très compliqué du point de vue technique déjà, et donc les vétérinaires peuvent aussi beaucoup apprendre aux médecins, et si les médecins veuillaient bien descendre de leur plateforme d'observation et tous travailler la main dans la main, quoi. Les vétérinaires souvent disent que quand ils soignent un animal, alors sauf si l'animal il s'est cassé une patte ou voilà, en fait ce qu'ils soignent souvent c'est le maître. C'est-à-dire que des animaux développent des pathologies, les animaux familiers, les animaux de compagnie développent des pathologies liées à l'attitude que leur maître a par rapport à eux ou voilà. Et donc très souvent le vétérinaire doit établir, qui lui est là pour soigner l'animal, doit établir un dialogue avec le maître très fort pour essayer de soigner l'animal derrière ou pour essayer de faire comprendre au maître que si son animal est malade, c'est parce que l'attitude qu'il a avec le comportement qu'il a avec lui n'est pas le bon.
à cette vision systémique dans le domaine de la pratique vétérinaire. Elle se développe vraiment et elle a un fondement scientifique maintenant. Et tout comme, effectivement, la médiation animale, parce que on parlait beaucoup tout à l'heure à propos des perroquets ou des chats ou des chiens, du décodage des émotions de l'humain, mais c'est parce que maintenant, on montre que nous avons en partage avec ces êtres-là un certain nombre de mécanismes émotionnels communs. Donc, ça n'a rien de mystique. Et du coup, bien entendu, ça joue dans le bon sens. On le voit avec la médiation animale. Ça peut jouer dans le mauvais sens. On sait très bien, il y a des tas d'études maintenant. Des gens comme Claude Beata, en comportement pathologique du chat et du chien, l'ont bien montré, qui montrent que des maîtres de chats ou de chiens qui sont en dépression, eh bien, comme ils ont des animaux qui décodent quelque part leur état émotionnel assez subtilement, souvent eux-mêmes sont stressés et sont subdépressifs. Et ça, les véto-comportementalistes le savent. Et il y a plein de preuves, moi ça m'a fait beaucoup rire, j'en ai pas parlé, mais il y a plein de preuves qui montrent que par exemple un maître qui va se casser la jambe et qui va avoir un plâtre et qui va se mettre à boiter de la jambe droite, eh bien il y a des chiens qui sont dans une telle empathie et dans une telle symbiose avec leur maître qui vont se mettre à boiter de la patte droite avant. Et ils vont arrêter de boiter le jour où on enlève le plâtre de l'être humain qui s'aime par-dessus tout. Oui, là, il faut le mettre sur le divan, le chien. Voilà, il y a un problème. C'est quand même très parlant. Et une autre truc, alors là on parle pas de mais on parle des relations très particulières qu'on a avec les animaux quand même. Hélène a évoqué ça très brièvement tout à l'heure, c'est la violence que l'on reporte sur les animaux et qu'on reporte sur les humains. Il y a un colloque qui va se tenir, pour ceux que ça intéresse, en mars, là, et l'inscription est gratuite, et c'est le 17 mars, sur une seule violence. Donc, c'est la même chose. On sait maintenant de façon très ferme, avec des études très, très poussées à la clé, que lorsqu'on se défoule sur son chien, sur son chat, et ben on se défoule en général de la même façon sur ses enfants, sur sa femme ou sur son mari, quand c'est une femme de ma taille et qui a un tout petit mari et qui veut le battre. Mais voilà, donc cette violence par rapport, et on parle de l'asymétrie de l'agresseur à l'agressé, c'est-à-dire qu'en fait, on estime que l'enfant ou la femme est à votre merci, comme l'animal est à votre merci. On va se défouler sur l'animal de la même façon. Et donc maintenant, aux USA ou en Angleterre, on demande aux travailleurs sociaux d'avoir le marqueur animal de compagnie pour vérifier dans les familles à problème où les enfants n'osent pas parler ou personne n'ose parler, voir l'état de l'animal. Et si l'animal n'a pas l'air d'aller bien, ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est d'ailleurs souvent, et on reparle de médiation, on va faire parler l'enfant de ce qui lui arrive en lui faisant parler de ce qui arrive à son animal. Et s'il comprend que son animal peut être sauvé, il va dire bah oui, papa ou je sais pas qui, mon oncle, il tape le chien, il le nourrit pas, il l'a brûlé, etc., etc. Et il va pouvoir dire à un moment donné, et moi, il me tape aussi tous les soirs. Voilà. Et on en arrive à ça. On va peut-être revenir on va revenir au côté médical et à une des découvertes quand même très très passionnantes, c'est la transmission. Je pense à l'ours, donc quand il est en hibernation, la femelle, elle peut accoucher. On dit accoucher pour un. Oui, mise bas, accouchement, c'est tellement proche de chez nous. À part que un petit ours c'est 500 grammes, hein, c'est comme si vous, mesdames, vous aviez un bébé de 150 grammes. Donc ce serait drôlement plus facile. Ouais, enfin, faut le faire quand même quand on dort. 150 grammes, oui, mais elle dort pas complètement chez une ours. Enfin, quand même, c'est assez fascinant parce que donc elle est en hibernation, elle va faire 2-3 petits, 2 ou 3 petits, oui, voire 4 même chez les ours bruns. Voilà. Ouais. Elle va l'allaiter, elle va les allaiter, elle continue plus ou moins de dormir, elle fait ça avec eux. Oui, c'est ça. L'hivernage des ours est complètement fascinant parce que effectivement la mise bas a lieu pendant l'hibernation ou l'hivernation, parce que c'est pas non plus une hibernation aussi stricte que pour le voir chez les marmottes, les loirs ou ces petits animaux. L'ours, sa température corporelle descend à peu près à 35 degrés, donc très proche quand même de 37. Et on sait que les femelles, avant de mettre bas, ont une température corporelle qui reste à 37 et qui ne commence à descendre qu'une fois qu'elles ont mis bas. Donc ça c'est assez particulier aussi. Et c'est vrai que c'est une physiologie très particulière qui s'explique aussi parce que la femelle utilise ses réserves pour faire croître les embryons et après pour nourrir ses petits. Et il y a une meilleure optimisation de ces réserves au travers du lait qu'au travers du placenta. Donc dès qu'ils sont viables, c'est-à-dire à peu près 55 jours de gestation, de croissance, eh bien, elle les met au monde et là, elle va pouvoir les nourrir avec son lait qui sera beaucoup plus efficace. Donc c'est une physiologie évidemment tout à fait particulière. Oui. Alors pour repartir sur la transmission, est-ce qu'on a pu montrer que les femelles qui s'occupent très bien de leur bébé pendant 2 ans, est-ce qu'elles transmettent, est-ce qu'on peut parler d'une culture médicinale entre l'ours et ses petits? Culture médicinale, peut-être pas, qu'il y ait un échange
l'information, c'est certain. L'éducation d'un ours est extrêmement précise et parfois extrêmement, je dirais, rigoureuse. Moi, j'ai vu des femelles ours corriger leurs petits parce qu'ils n'allaient pas dans le bon chemin. Et puis, comme le disait aussi François ce matin avec les personnalités des requins, les ours ont aussi des personnalités. Et donc, dans une fratrie, on voit déjà très tôt qu'il y en a qui sont très extravertis, d'autres timides, et ainsi de suite. Et donc, évidemment, la transmission pour la recherche de la nourriture va être importante, mais certainement aussi la transmission des bonnes plantes, des mauvaises plantes, et aussi pour se soigner. Mais il y a aussi un chercheur américain qui, avec des ours noirs, a montré aussi qu'il y avait une partie très certainement d'innée. Je dis très certainement parce qu'il a eu des petits qui n'avaient pas eu d'éducation, des petits ours, et qui arrivaient quand même à se soigner, à trouver la bonne argile pour se soigner. Donc là aussi, c'est un autre mystère, je dirais, quelque part, qu'il y a une transmission, enfin, ou au moins une partie aussi qui peut être innée et une partie apprise. Donc ça, c'est aussi important de jumeler les deux, je dirais. Aïna, tu voulais peut-être... Oui, juste pour compléter, c'est tout à fait intéressant. L'animal pour lequel aussi on a des preuves d'émulation, en tout cas de motivation au sein du groupe, c'est par exemple le chimpanzé. Chez les singes, il y a des singes plus ou moins néophobes. Ça veut dire qu'ils ont plus ou moins peur de la nouveauté. Le chimpanzé est très néophobe. Ça veut dire que tout ce qui est nouveau, généralement, l'inquiète. Il va plutôt toucher, sentir, regarder la plante très longtemps avant d'oser se lancer. Mais ce qui se passe chez eux, c'est que le premier qui va réussir à avoir ce comportement, surtout si c'est un mâle ou une femelle d'une trentaine d'années, donc avec une certaine forme d'autorité dans le groupe, tout le groupe va vouloir se précipiter sur lui, regarder à quelques centimètres de son visage ce qu'il a mangé, etc. Et en fait, il y a vraiment cette excitation de se dire qu'il y a quelque chose de nouveau, on veut tous comprendre ce que ça fait. Ils ont une observation très fine et progressivement, ils vont commencer à oser aussi le faire et ça peut se propager. Et juste pour terminer, on a l'inverse exemple aussi. C'est une maman on va dire une femelle qui a un petit qui, elle, a une pathologie, qui va manger une plante qu'elle va maîtriser en enlevant toute la partie extérieure, en prenant que la moelle. Si son petit veut l'imiter alors qu'il n'a pas de symptômes de pathologie, très souvent, on la voit lui dire de s'éloigner. Non, cette plante n'est pas faite pour toi, puisque je traduis Google Trad du chimpanzé, mais tu n'as pas besoin de cette plante puisque tu n'es pas malade. Et oui, les chercheurs l'interprètent comme ça. Oui, complètement. Et à l'inverse, quand une plante amère a un effet thérapeutique qui est bon pour un bébé chimpanzé qui est malade, la mère le forcera littéralement. Exactement. En tout cas, elle reviendra à la charge jusqu'à ce qu'il l'avale. Comme nous avec l'aspirine ou avec les... Oui, tout à fait. Et alors, les questions d'inné et d'acquis, oui, bien sûr, il ne faut pas... De même qu'il ne faut pas croire que les invertébrés fonctionnent forcément sur de l'inné, il y a aussi de l'inné parfois chez les mammifères sur des comportements assez complexes. Donc tout ça, c'est très très compliqué. Il y a un exemple qui frappant en ce qui concerne les plantes médicinales qui sont encore mal étudiées chez lui parce que c'est pas facile à suivre un orang-outan dans la nature. En plus, il y en a de moins en moins. C'est l'éducation en fait phytothérapeutique des mères orang-outans vis-à-vis des bébés orang-outans. En fait, elles gardent 10 ans leurs rejetons. Elles leur apprennent les plantes consommables, les plantes pas consommables. Et parfois, la perception de l'amertume qu'ont en commun les primates non humains et d'autres mammifères est normalement un signe de danger. Mais sauf que parfois, cette intuition sans doute innée est fausse. Et à ce moment-là, la mère orang-outan insistera pour qu'il mange quand même son rejeton des plantes amères, mais qui sont bonnes et qui apportent quelque chose d'un point de vue nutritionnel, voire thérapeutique. Mais 10 ans, là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Et en même temps, bien sûr, ça rend l'espèce d'autant plus vulnérable. Ce genre, le nombre de rejetons peu nombreux, le fait qu'ils soient, je dirais, totalement opérationnels assez tard. Voilà. C'est encore une menace de plus, un facteur de menace de plus pour les orang-outans. C'est clair. Mais ce que Aïna disait, ça pose la question incroyablement passionnante de savoir s'il y a des médecins animaux. Là c'est très anthropomorphique ce que je dis. Mais est-ce qu'il y a des modèles? Est-ce qu'il y en a certains qui osent, en effet, pendant que tout le monde regarde, en disant bon, il va tomber raide mort ou pas? Est-ce qu'il y en a qui osent, comme chez nous d'ailleurs? Je suppose que pour notre médecine humaine, il y en a bien combien? Que oui, c'est-à-dire que sinon, les cultures chimpanzés qui sont les mieux étudiées, tu le sais très très bien, Aïna, ne seraient pas aussi diverses, y compris sur le plan pharmacologique. C'est-à-dire que la question après, est-ce que par exemple les innovateurs chimpanzés sont plus écoutés par les membres du groupe en fonction de leur statut social ou pas? Ça, c'est pas encore très bien élucidé.
On innove mieux aussi quand on est... Souvent les plus vieux, mais... Quand on a une sécurité... ce qui était très intéressant, c'est des études qui montrent aussi que les animaux qui sont en bonne sécurité émotionnelle, entre guillemets, alors, qui ont moins de danger, et qui ont la capacité à innover parce qu'ils sont moins en train de survivre, généralement prennent plus de risques. Ils ont fait des études en mettant en situation des animaux plus ou moins le terme va être sécurité émotionnelle pour l'humain, pour l'espèce. Et on est beaucoup plus explorateur quand on a la capacité à savoir que tout le reste est assuré. Et dans le même état d'esprit, ils ont vraiment prouvé que chez l'homme, c'est pareil. On a, même dans la capacité d'innover chez l'homme et l'animal, on a une capacité à avoir des nouvelles idées et à innover aussi quand on a ce territoire qui est assuré. C'est la survie avant le fait de chercher et d'explorer. Et dernière anecdote qui s'éloigne un peu du sujet, mais que je trouve amusante, c'est que chez les chimpanzés, aussi, il y a la question du challenge. Tu disais l'animal médecin peut-être, mais en tout cas, il y a des professeurs parfois dans ces groupes-là. Et il y a tu le sais, chaque groupe chimpanzé n'a pas exactement les mêmes habitudes. Ils ont chacun presque une culture. On parle souvent de culture dans ces règnes-là. Et en fait, il y a des cultures qui challengent beaucoup les petits, qui leur donnent des outils de plus en plus complexes. Et généralement, ces petits-là vont se challenger eux-mêmes en allant chercher toujours des outils de plus en plus élaborés. Là où il y a des groupes qui sont beaucoup plus pépères, qui ont des outils qui fonctionnent très bien et qui ont fait leurs preuves et qui vont moins se challenger et pour lesquels ça fonctionne aussi. Mais si on prend de la hauteur par rapport à l'échelle de l'évolution, il faut s'imaginer qu'on est tout le temps en train de s'adapter à des nouvelles contraintes. Très certainement que la capacité à innover, à prendre des risques ou à avoir des nouvelles idées, sans parler de Startup Nation des animaux, mais cette capacité à se dire « Ok, je cherche de nouvelles solutions » est sûrement un des moteurs qui leur permet de survivre. Alors, je vais juste vous poser une dernière question, puis après, on va passer les questions à la salle, parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Le sujet est tellement passionnant, on ne pourrait pas continuer pendant des heures. Mais tu disais que les Indiens, ils disaient que l'ours était un médecin. Benoît, que les peuples premiers étaient persuadés de ça. Quand est-ce qu'on a perdu cette notion que, je pense, les chamans, les guérisseurs, etc. avaient avant, que tout ça était partagé. On l'a perdu un jour, ça. Est-ce que c'est au moment de l'industrialisation? Quand est-ce que ça s'est fait, cette coupure? C'est avant, juste quelques mots justement sur le sujet que je connais bien, ce qui est l'ours. C'est vrai que l'ours avait une part très très importante dans la culture. On a fêté la Chandeleur hier ou avant-hier. La Chandeleur, c'était la chant de l'ours. Hein. C'est-à-dire que le calendrier des humains était calqué sur le rythme de l'ours. Ah, le réveil de l'ours, la Chandeleur. Oui, exactement. Et donc, le calendrier des humains, au moins en Europe du Nord et en Eurasie, on va dire, était calqué sur le cycle de l'ours, hein, avec un cycle de 40 jours. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais voilà. Et donc, avec l'apparition des religions monothéistes, bien évidemment, il a fallu éliminer aussi ces relations avec les grands animaux que pouvait être l'ours. Et donc, évidemment, tout ce qu'il pouvait nous apporter, tout ce qu'il pouvait représenter aussi pour la société, eh bien, a été jeté aux orties, avec évidemment des périodes paroxysmiques, peut-être au 5e siècle, et puis après au 17e, où là, évidemment, il fallait se débarrasser des grands animaux comme ça, du point de vue physique, parce qu'on les a éliminés physiquement, mais il y a aussi tout le savoir qui allait avec, et tout le savoir traditionnel des populations, des montagnards et tout ça, qui les connaissaient, quoi. Donc voilà, il y a eu des grandes étapes, c'est très bien balisé, hein, je pense, hein, et même les médecines de l'Antiquité, que Benoît connaît bien aussi pour l'histoire de la zoopharmacognosie, c'est vrai qu'il y a eu des périodes où on regardait les animaux et on apprenait, les grands médecins de l'Antiquité apprenaient, et après, on a perdu un petit peu tout ça, quoi. Disons que la science moderne s'est développée à partir du XVIIe siècle dans sa version la plus moderne, parce que ça a commencé surtout à la Renaissance, mais au XVIIe siècle, ça prend vraiment son envol sur l'idée que les savoirs populaires, c'est pas bien, c'est caca. Et l'idée que le sens commun et les traditions populaires sont forcément fausses. Et jusqu'au XXe siècle, il y a très peu de scientifiques qui sont élevés contre ça. Il y a eu le meilleur collaborateur et meilleur ami de Darwin, Thomas Huxley, qui lui s'est élevé contre ça et disait « c'est pas scientifique. Moi, on me dit quelque chose qui me surprend sur la nature et c'est de source populaire, c'est une tradition populaire, j'essaie de tester. Et je vois si c'est vrai. » Mais je ne m'oppose pas a priori. Mais ça, c'était des discours minoritaires. Il a fallu le développement de l'ethnoscience, de l'anthropologie et la découverte du fait que tout un tas de peuples non occidentaux avaient des connaissances empiriques sur la nature qui étaient justes pour qu'on y revienne. Mais c'est un long détour pour y revenir. Pour finir, peut-être sur une note optimiste sur ta question, mais je ne sais pas si tu voulais compléter aussi, mais oui, on l'a peut-être perdu dans nos sociétés, pardon du cliché occidental, mais c'est vrai que c'est toujours rassurant de voir que
En fait, il y a encore beaucoup de pays pour lesquels la question est totalement stupide. Demander à des personnes est-ce que l'animal se soigne, c'est lui demander est-ce qu'il respire, est-ce qu'il mange. Oui, bien sûr. Donc c'est aussi, il y a un biais. Nous, je vois bien moi que quand je dois parler de ce sujet-là, je dois convaincre avec des faits scientifiques pour prouver qu'on n'est pas en train de se parler d'une science un peu obscure de quelques hippies. Voilà, c'est des faits avérés. Et on m'a déjà demandé si c'était une science sérieuse parce que c'était une science récente. Et en fait, les preuves sont récentes, c'est-à-dire que le fait d'avoir des éléments, des publications scientifiques qui rendent ces preuves irréfutables, oui, sont récentes. Le terme de zoopharmacognosie en tant que tel est récent, mais les observations sont extrêmement anciennes. Et quelque part, c'est uniquement les faits qui sont si récents. Et cette observation-là, tu le sais avec les Navarros pour les ours, les Batouraux qui regardent les chimpanzés, les Batouraux regardent des plantes aphrodisiaques, qui regardent les plantes qui sont consommées pour avoir un peu une forme d'ivresse, certains palmiers. Donc il y a vraiment cette connexion qu'on a perdue, nous, mais pas tout le monde sur cette terre aujourd'hui. Voilà. Florence Brunoy-Passina, je lui avais demandé de venir, mais elle est en Nouvelle-Guinée, Papouasie. Excusez-moi, ça fait assez chic quand même. C'est un peu compliqué qu'elle vienne. Et pour la visio, on n'avait pas la connexion. Et elle parle des cornacs en Asie, où il y a carrément un partage, mais des savoirs. Les connaissances médicinales. C'est incroyable. Ils disent qu'ils s'inspirent des éléphants et que les éléphants leur piquent des idées sur certaines herbes. C'est extraordinaire. C'est très fascinant ce qu'elle raconte. Et un dernier mot, Benoît, sinon on passe Non, je pense que tu as parfaitement conclu avec cette histoire de cornac qui a été étudiée par plusieurs ethnologues et ethnozoologues, et c'est fascinant parce que, en fait, la pharmacopée, par exemple, des cornacs tailles s'est enrichie depuis le 19e siècle en observant ce que les animaux allaient chercher dans la forêt pour réguler des problèmes de santé. C'est ça. Et donc là, c'est vraiment une collaboration directe. En plus, permise par un animal qui n'est pas domestique au sens strict, parce qu'il n'est pas transformé génétiquement par la sélection artificielle, comme le chien ou de manière moindre le chat, mais qui est quand même un animal qui est le compagnon de l'homme et l'auxiliaire de l'homme. C'est une collaboration directe. Voilà, compagnon à un moment, et comme il redevient sauvage, voilà. En fait, il va chercher dans la forêt ses remèdes. Fabuleux. Et il les transmet à l'homme. Il faut vraiment qu'on arrête, parce que sinon on va pas avoir le temps de se poser des questions, sinon on continuerait pendant des heures. Mais il faut absolument que la salle puisse poser des questions, parce que je suppose que vous en avez. Je mets mes lunettes pour vous. Bonjour. Micro. Hein. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bien. D'accord. Bon, voilà. Alors moi, j'aime beaucoup les animaux depuis très longtemps, et là, je vois ce qui est souligné, c'est un aspect très scientifique de la vision de l'animal, est bien très développé, et avec tout le respect que je dois. Moi, je n'arrive pas à dissocier, en fin de compte, la création de son créateur. Et il y a quelque chose qui m'échappe un peu dans cette vision très scientifique des choses. Voilà, je vous dis tel que je ressens les choses très profondément. Et que je me dis que Dieu est un grand peintre. Voilà, et je lui rends grâce ce soir. D'accord, je vous remercie. Alors, peut-être pas parce que c'est pas une question en fait, donc la prochaine, la question. Oui, bonjour, et merci pour votre exposé. Les animaux ont découvert les médicaments qui sont bons pour une pathologie connue. Comment déterminent-ils la dose pour éviter la toxicité et pour avoir les prises nécessaires 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, etc. C'est le médecin qui parle. C'est pour ça qu'il regarde le mec en disant est-ce qu'il va tomber mort ou pas. Il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a alors, déjà il y a une théorie des essais-erreurs qui est triste, mais qui fait que ceux qui sont trop gourmands et qui vont trop vite meurent plus vite et ne transmettent pas ce trait-là, si tant est qu'il soit génétique. Mais il y a aussi la question, comme je vous le disais pour les chimpanzés, ils essayent des quantités croissantes quand autour de le groupe va commencer à timidement goûter, sursauter. Oui. Souvent, ils connaissent les parties les plus concentrées, donc ils évitent les parties extérieures quand c'est une tige. À l'amertume, ça leur donne un indice. L'amertume, c'est souvent des molécules toxiques, mais aussi bénéfiques. Oui. Ambivalente. Effectivement, c'est quand même plutôt des animaux, en tout cas en ce qui concerne les mammifères et notamment les primates non humains, qui sont assez timides face à l'inconnu, parce que c'est un enjeu de survie. Et qu'en plus, face à cet inconnu, il n'y a pas l'énormité de la culture humaine. Nous, quand on a un doute sur quelque chose, on peut toujours consulter un expert. Et donc, effectivement, c'est des essais graduels, tu le sais bien, tu viens de très bien le décrire. Après, comme dans la phytothérapie traditionnelle de différentes cultures, il y a aussi des essais qui sont mortifères. Et oui. C'est une seule fois.
Vous n'avez pas de micro, c'est quand même mieux avec un micro. Oui, voilà. Moi j'ai une question par rapport, enfin je sais pas trop par où commencer, mais bon, la nature regorge de plantes toxiques, certaines qui sont toxiques à petite dose, d'autres qui sont toxiques à grande dose. Les herbivores qui vivent dans la nature passent pas leur temps à s'empoisonner. Ils savent, enfin voilà, vous prenez un cheval dans une prairie, il va pas aller manger les plantes qui sont mauvaises pour lui. Personne lui a enseigné. Je suis pas sûre qu'il y ait une transmission de la jument vers ses petits, j'en sais rien. En fait, c'est quoi votre question? Ma question, et j'y viens, c'est que je trouve ça presque dommage, depuis le début de cette conférence, j'attends qu'on parle d'instinct, et le mot instinct n'a pas été prononcé. Quand on disait tout à l'heure, oui, nous les humains, on doit consulter des experts quand on n'a pas la réponse à une question, ben, en fait, c'est parce qu'on n'a aucun instinct. Je ne mets pas l'instinct en dessous de l'intelligence. Je pense qu'on a besoin et d'intelligence et d'instinct. Est-ce que nous, on l'a perdu? Est-ce que les chimpanzés l'ont perdu? Voilà, c'est ça ma question. Oui, alors en fait, la notion d'instinct, c'était un mot pour couvrir une ignorance autrefois dans le domaine du comportement de la cognition animale. Ça recouvre des choses très variées. On préfère actuellement une triade, c'est-à-dire il y a des comportements qui sont clairement innés, du moins dans l'état de nos connaissances, d'autres clairement appris. Et puis, il y a l'épigénétique qui est entre les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, les jeunes peuvent parfois être influencés au cours de la vie de l'individu par l'environnement, et cette transformation génétique partielle peut être transmise très ponctuellement, aux descendants, notamment dans le cas de certains traumas, bref. Mais l'instinct, pour moi, c'est une notion hétéroclite et qui était un peu un couvercle qu'on mettait sur notre ignorance autrefois. Et on ne raisonne plus sur ces catégories-là. Un peu comme l'instinct maternel. C'était des notions qui arrangeaient tout le monde, scientifique et non scientifique. C'est pas que forcément qu'elles sont fausses. Ça veut dire qu'on peut pas forcément tout déchiffrer. Dans ce qu'on est en train de dire là, c'est que tout n'est pas forcément déchiffrable, explicable. Et, en tout cas, on n'a pas forcément accès à toutes ces informations-là. Mais c'est vrai que c'est une forme de facilité que de se dire quand on n'a pas de réponse que c'est l'instinct, puisqu'aujourd'hui il est défini de manière assez floue et c'est encore une notion un peu fourre-tout pour le moment. Oui, et puis souvent on recouvrait, on qualifiait d'instinctuels des comportements dont on sait maintenant que c'est des perceptions non conscientes, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le monde animal, et même parfois dans le monde humain, notre système nerveux peut percevoir des choses sans que nous en ayons conscience. Bon, des informations sur l'environnement. Oui, et puis c'est vrai qu'il faut voir aussi que ces animaux-là, l'instinct, c'est vrai que c'est très très vague. Moi, je le vois avec les ours, sont des animaux un peu comme les primates aussi, des animaux qui sont extrêmement prudents, pragmatiques aussi dans la rapproche de ce qu'ils vont faire, quoi. Et on le voit que le toucher, l'odorat, enfin c'est toute une succession de prise de conscience de l'environnement ou de ce qu'ils vont faire. Alors, ça peut te manger quelque chose ou appréhender un bâtiment ou je ne sais quoi. Et donc il y a ce côté pragmatique. Alors l'instinct vient un petit peu balayer tout ce côté-là, et c'est un peu dommage, je dirais, de noyer, je dirais, des comportements que l'on voit très très nettement. Hein, cette prudence aussi, quand on arrive quelque part, quand un ours arrive quelque part, et ben il va être aussi en général assez prudent, et donc de parler d'instinct, il y a ce côté un peu brutal quelque part, alors que ces animaux-là sont extrêmement pragmatiques dans leur approche des choses. Ça va un peu dans le même sens, justement, sur l'origine des médicaments qui est absolument fascinante. Est-ce qu'on peut vraiment tout expliquer par la théorie de essai, échec, essai, réussite? Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans la notion d'instinct qui ressemblent plus à de l'intuition, par exemple? Quand on est malade, on sait très bien ce dont on a besoin ou non. C'est pas de l'instinct, c'est aussi on s'écoute. Et il y a eu des expériences avec des chèvres captives et des huiles essentielles. On leur présentait des huiles essentielles. Les chèvres qui avaient par exemple une maladie respiratoire allaient vers le thym, celles qui avaient des parasites allaient vers l'ail, etc. Elles ont tout de suite senti ce qui leur faisait du bien. Et pour parler du dosage, justement, au Kenya, une éléphante sauvage qui a été blessée et recueillie, on lui a donné, comme les antibiotiques ne suffisaient pas, on lui a donné des huiles essentielles. Elle a choisi sa posologie, c'était du clou de girofle et de l'ail, si je me rappelle bien, et au bout d'un moment, elle a arrêté un des deux, et au bout de 6 semaines, elle s'est auto-guérie en faisant elle-même la durée de son traitement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une sorte, c'est pas scientifique, de connexion de choses où ce sont aussi les plantes qui nous parlent? Parce qu'on parle toujours que... Je vais faire un parallèle, je ne sais pas si ça va répondre à la question. Dans ce qu'on disait dans l'ordre de l'inné, c'est des choses qu'on se transmet génétiquement. C'est-à-dire que concrètement, il y a des comportements comme le fait de téter les premières secondes de notre vie. On sait comment téter un sein la plupart du temps. On a
on est programmé génétiquement pour, à la naissance, avoir toutes sortes de comportements déjà présents. C'est ce qu'on appelle généralement l'inné. Mais pour aller plus loin sur le fait que les animaux et les êtres vivants sachent ce qu'ils veulent, je ne sais pas si vous connaissez bien le blob, qui donc n'est pas une plante, n'est pas un animal, n'est pas une bactérie, enfin donne des maux de tête aux gens qui veulent la classer, puisqu'elle est juste une cellule géante, entre guillemets. C'est un être unicellulaire. Et on est toujours fasciné de voir à quel point il sait exactement, quand on lui donne des espèces de flancs avec des protéines, des glucides et tout ce qu'il lui faut, il va se diriger automatiquement vers celui qui est le plus favorable pour lui. Là aussi, on veut parler d'intelligence pour ces espèces-là, il y en a que ça rend malade, mais on peut parler en tout cas d'une forme de capacité à résoudre des problèmes. Mais même si ces espèces unicellulaires savent ce qu'il leur faut, ça veut dire qu'effectivement, dans notre programmation génétique ou biologique, on a la capacité à se diriger dès la naissance spontanément sur ce dont on a besoin pour croître et évoluer. Mais même les humains, est-ce qu'on a ça? Parce que moi, je ne sais pas si on sait toujours ce qu'il faut c'est soigner. plus que discuter. Oui, alors franchement, je trouve qu'on est un peu hors sol aujourd'hui. Moi, si je suis malade, je ne sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse pour me soigner. Non, mais franchement, on fait tous plein de conneries qui ne sont pas bonnes du tout pour notre corps. Tu connais le numéro de ton médecin. Mais sincèrement, je trouve qu'on a perdu ce truc-là. On fait plein de choses qui sont mauvaises pour notre corps. On boit trop, on mange trop, on fume trop. Enfin bon. Oui, mais les animaux ne le font pas, ça. Oui, et puis il y a beaucoup de peuples aussi qui ne le font pas non plus, comme l'étude de Aina sur les centenaires. Voilà. Il y a aussi des gens qui ont un mode de vie, une hygiène de vie qui leur permet justement de ne pas avoir besoin de prendre des produits chimiques régulièrement. Quoi. Bien sûr, après, ce que tu décris là, les dérives, sans rentrer dans de la psychologie ou du développement personnel, mais on sait que souvent ces excès-là, c'est plus dû au fait que d'un point de vue bien-être et neurosciences, on ne sait plus ce qui est bon. Enfin, généralement, quand on mange très mal, qu'on fait des excès, c'est qu'on cherche à tamponner ou à compenser un état psychique ou une santé mentale qui n'est pas forcément équilibrée, s'il faut trouver un terme. Je dirais que quand même la dérive, elle est plus du fait qu'on soit obligé de compenser, mais naturellement, moi, je serais partie de ceux qui pensent, enfin je sais pas, j'ai toujours été fascinée de voir à quel point un bébé sait exactement ce qu'il lui faut. Quand on étudie juste le lait maternel, la manière dont le lait réagit à les besoins nutritifs de l'enfant, et même des mamans qui parfois allaitent 2 enfants qui n'ont pas le même âge, chaque sein presque s'adapte à leurs besoins. Quelque part, pareil, dans notre programmation génétique, on sait ce qu'il nous faut et on a cette programmation-là. Plus tard, après, avec nos problèmes. Oui, après, il n'y a pas énormément de choses qui sont précablées chez l'être humain à la naissance. Et puis, c'est vrai qu'on a quand même la capacité, je rejoins Yolène, nous autres êtres humains, de faire un peu n'importe quoi par rapport à, justement, des bases biologiques de bon fonctionnement et de bonne santé, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'espèces animales, hein, ça, c'est sûr. On a quand même certaines personnes. Je parlais un jour à un chirurgien qui me disait qu'il avait sauvé la vie de 3 personnes dans sa carrière, ce qui est une carrière longue, un chirurgien à la retraite, parce que ces 3 personnes avaient senti, alors sans aucun symptôme, qu'il y avait un dysfonctionnement cellulaire. Ils n'arrivaient pas à expliquer ça autrement. Ils me disaient, c'est comme ça que j'explique. Donc elles sont allées consulter leur médecin en disant, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je sais que je suis en danger, je sais que ça ne fonctionne pas. Voilà, je n'ai aucun symptôme. Ils ont fait plein d'examens. Ils ont fini par trouver dans les 3 cas qu'il y avait effectivement les prémices d'un début de cancer, les personnes ont été opérées, etc. Et ça rentre pas dans les cases de la médecine. Et il me dit, pour moi, c'est une conscience aiguë du fonctionnement cellulaire. C'est très rare, mais ça existe. Ah, moi, je suis complètement agnostique par rapport à ça. Je dirais que simplement, on ne sait pas tout sur la perception du corps, hein, ce qu'on appelle la somesthésie. Et beaucoup d'intuitions qu'on a, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Marc, qu'on croit avoir, en fait, c'est des perceptions diffuses, pas totalement conscientes, à travers certains récepteurs. Et on a quand même des récepteurs de notre état corporel. Mais après, c'est vrai qu'en général, on ne fait pas grand-chose, sauf quand c'est des choses extrêmes, de ces informations sur notre état corporel au niveau conscient. Mais ça ne veut pas dire que ça n'induit pas des comportements chez nous, y compris de sauvegarde. C'est possible. Alors, une autre question, après ce grand débat sur l'homme sauté. Monsieur à droite, là. Oui, j'ai une question en ce qui concerne la psychothérapie par les animaux. Comment est-ce que les scientifiques expliquent qu'au travers des millions d'années, ce qui représentait au début de l'évolution par instinct un danger, les autres espèces dont on devait se méfier, finit par devenir sans explication quelque chose qui guérit
Alors là, encore une fois, je ne suis pas une scientifique. Je vais vous donner l'explication que j'ai par rapport. On ne s'est pas toujours méfié des autres espèces. Par exemple, on sait que les espèces qu'on a domestiquées, par exemple le chien, on estime que l'évolution du chien et de l'homme ont été vraiment en parallèle. On pense qu'on a commencé à le domestiquer il y a moins. Les chiffres sont toujours très vagues, mais c'est entre moins 33 000 et moins 12 000 ans. Donc, si vous voulez, on s'est rapproché. Et le chien vient du loup. Donc, on s'est rapproché des loups, qui étaient quand même pourtant des espèces qui pouvaient être dangereuses pour nous. Certes, lorsqu'elles étaient en groupe et qu'on était blessés, mais on s'est rapproché du loup parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des intérêts communs et les loups se sont rapprochés de nous pour les mêmes raisons. Donc, si vous voulez, on n'a pas passé notre temps à se méfier des autres espèces, on a aussi sélectionné dans les espèces celles qui pouvaient nous intéresser ou nous apporter quelque chose, et puis on a coévolué de façon justement à être ensemble au mieux possible. Donc, c'est pas complètement étonnant que derrière, en fait, par exemple en médiation animale, on utilise entre guillemets les espèces qu'on a domestiquées en premier, c'est-à-dire le chien, le cheval et le chat qui intervient en médiation, mais de façon un peu plus aléatoire parce que le chat n'est pas domesticable et puis on peut pas lui demander de faire des choix. Voilà, c'est ce qu'on dit. Mais par exemple, on peut amener des chats à caresser, mais on sait par exemple qu'un chat, le ronronnement du chat, alors là, Yolande pourrait vous en parler, le ronronnement du chat est thérapeutique, mais ça c'est prouvé, scientifiquement prouvé. Il est sur des fréquences en fait qui sont extrêmement calmantes pour nous, qui envoient des hormones positives. Voilà, c'est des basses fréquences qu'on voit, et puis qui sont thérapeutiques entre autres pour les fractures. Le chat guérit, le chat quand il va pas bien, qui s'est fracturé une patte, va ronronner pour se guérir, pour s'auto-bercer, pour guérir sa fracture. Et ben il vous fait la même chose en fait, dans une moindre mesure. Donc non, je pense que ça me paraît logique, moi, qu'on se rapproche des animaux. Et pour soutenir, pour vraiment soutenir ce qui vient d'être dit, à l'échelle de l'évolution, et ce qui est en tout cas aussi connu, c'est que, par exemple, si on regarde le loup et le chien, chez le chien, il y a une capacité, quand un maître regarde son chien, à travers un regard, de libérer une forte teneur en ce qui s'appelle l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour. C'est celle qui est aussi libérée quand un parent regarde son enfant. Et en fait, chez le loup, il n'y a visiblement pas du tout les mêmes... des chercheurs ont comparé en tout cas les deux espèces. Et au niveau de l'évolution, il y a sûrement eu... alors, trouver la cause, c'est comme l'œuf ou la poule, mais il y a sûrement eu un moment donné où ça a été favorisé, cette relation, par cette ocytocine qui crée un lien d'affection entre l'homme et l'animal. Oui, complètement. En fait, une partie de la sélection du loup, semble-t-il, elle a été vraiment... elle a porté sur le système nerveux, pas que sur la morphologie, les deux étant liés d'ailleurs. C'est souvent des gènes liés. Et en fait, il y a des processus empathiques chez le chien par rapport à l'être humain qu'il n'y a pas chez le loup. Notamment la volonté de suivre le regard. La sélection artificielle a même favorisé la mobilité du regard au niveau musculaire des yeux. Ça, c'est absolument fou. Et puis, pour rebondir sur ce que vous disiez, bien sûr, pour nos ancêtres, et peut-être encore aujourd'hui pour certains peuples chasseurs-cueilleurs, hélas, il n'en reste pas beaucoup, la nature est également hostile. Mais les relations avec les autres êtres vivants dans les écosystèmes, pour l'être humain, elles sont ambivalentes. Elles peuvent être aussi d'alliance. Et il y a des intérêts communs entre certaines espèces. C'est comme ça notre chemin a croisé celui du loup. Il y a aussi des animaux, ce qu'on explique encore mal et qu'on finira par expliquer scientifiquement, qui sont spontanément anthropophiles. Comme on dit, c'est-à-dire les dauphins. Les naturalistes de l'Antiquité, Aristote disait déjà les dauphins sauvent des gens qui vont se noyer. Ça arrive parfois. Ces comportements ne sont pas du tout dans leur intérêt, parce qu'on ne partage pas la même écologie et les mêmes intérêts alimentaires comme on pouvait le partager avec le loup, mais en l'occurrence des intérêts de chasse, mais ça existe aussi. Donc il y a quand même des animaux qui, dès le départ, même pour nos ancêtres, étaient propices à des alliances. Il y a une empathie interespèce. Il y a parfois même des phénomènes d'adoption où on se demande pourquoi. Alors, c'est souvent des règnes qui ne sont pas si éloignés à l'échelle peut-être phylogénétique, mais on s'étonne parfois de voir une femelle adopter un petit qui n'est pas le sien, déjà une chose, mais des fois qui n'est même pas de son espèce. Oui. Collaboration on parle importante. beaucoup dans l'évolution, on a beaucoup mis en avant les théories de Darwin, mais en fait on n'en revient pas, mais on sait maintenant que la collaboration entre espèces, ou la collaboration est quelque chose d'extrêmement favorable à l'évolution aussi. Donc il n'est pas complètement étonnant en fait qu'on ait appris à collaborer avec d'autres espèces et que d'autres espèces effectivement fassent preuve d'altruisme envers nous comme envers des espèces autour d'elles. Il y a une étude sur les baleines à Bosque, je crois, un truc qui est sorti qui était hyper intéressant et qui montre que
les baleines à bosse s'interposent entre des épaulards qui sont en train d'attaquer d'autres animaux qui n'appartiennent pas à leur espèce, et bien elles viennent et elles s'interposent en faisant preuve d'altruisme. On n'arrive pas à expliquer ça autrement que par de l'altruisme interspécifique. Elles n'ont aucun gain à faire ça, elles peuvent être blessées, et ben elles le font. Voilà. Oui, et puis ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que vous parliez des espèces qui sont apparemment dangereuses ou potentiellement dangereuses pour les humains, mais justement, on revient aussi à cette définition de la nature d'un côté et les hommes de l'autre. Il faut voir aussi que dans les temps anciens, on va dire, il y a quelques dizaines de milliers d'années, les relations n'étaient pas du tout les mêmes. Et c'est vrai qu'on vivait avec les ours, les gens vivaient avec les loups, ils vivaient avec leur environnement, avec tout ce qu'il y avait autour. Je dirais comme s'ils étaient en cohabitation ou dans le même immeuble, et donc c'était pas forcément pour se manger les uns les autres. Moi, j'ai le souvenir très très précis, entre autres, tout le monde aurait peur des loups, maintenant on en a en forêt de Fontainebleau depuis peu. Moi, j'ai eu des loups au bout de mon sac de couchage, et puis j'avais pas plus peur que ça, et puis dès que j'ai bougé, ils sont partis, quoi, hein. Donc il faut aussi regarder la faune autrement que ce qu'on peut, avec le prisme, que ce qu'on peut lui faire dire aussi maintenant, quoi. Juste pour compléter en plus par rapport à tout ce qui vient d'être dit, et ça a été aussi mentionné là tout à l'heure sur la question de la coévolution, en fait c'est même un des moteurs fondamentaux de se rendre des services pour certaines espèces. On pense, vous connaissez peut-être l'exemple déjà de la fourmi et de l'acacia, mais clairement il y a des fourmis qui sont dépendantes d'un acacia, puisque chacune va se rendre un service. L'acacia lui donne une protection à l'intérieur de ses épines, et à l'inverse la fourmi va pouvoir la défendre d'animaux énormes comme des girafes ou des éléphants. Mais ce qui se passe, c'est que si dans ce duo-là, il y en a une qui décide d'arrêter ce service qu'elle rend, si l'acacia se met à être moins généreux ou la fourmi à moins défendre, c'est catastrophique pour les deux espèces. Parfois, on arrive jusqu'à des dépendances interespèces. Oui. Et nous, on est nous-mêmes en symbiose avec un microbiote. Vous avez tous conscience ici que si on n'avait pas les bactéries de nos intestins ou de notre peau, on serait vulnérable. Oui, c'est même au cœur, pour rebondir sur ce que disait Laurence tout à l'heure, c'est au cœur de l'évolution. Et Darwin, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas la griffe et la dent. Il a toujours dit la coopération, c'est fondamental. De même qu'il disait, alors il était peut-être un peu idéaliste, ce qui caractérise l'espèce humaine, c'est qu'elle devrait développer normalement au maximum l'empathie et la coopération. Bon, ça... C'est un peu de boulot. Il y a encore du boulot. Mais le mutualisme, c'est un joli mot d'ailleurs, qui passe notamment par la symbiose, mais la collaboration aussi entre certaines espèces, y compris comportementales, c'est fondamental dans l'évolution. Il n'y a pas que la compétition. On va prendre une autre question, parce qu'on a encore autant d'une ou deux questions. Oui, il y a encore un devant. Oui, vous avez parlé donc de l'acceptation de certaines mères d'une espèce versus une autre, mais en fait généralement ça c'est connu dans le développement comme la théorie de Conrad, comme quoi normalement donc les petits ont donc un faciès beaucoup plus rond qui font ce qu'on appelle la sollicitude parentale. Donc c'est quelque chose en fait qui est choisi. D'ailleurs on préfère adopter les bébés chiens et chats, etc. Parce que bon, les adultes, on s'en fout. D'accord. Ce qui nous permet de garder nos petits. Oui. Je suis désolée, je vous speed un peu pour que vous ayez le temps de poser des questions parce que on va bientôt. Oui, j'ai une question peut-être un peu étrange. Je me demandais si les animaux se droguaient en fait, parce qu'on parlait tout à l'heure du porto. Oui, il y en a. S'ils ont il y en a besoin, même pas mal d'ailleurs. Ça, c'est très net. Ça, il y en a un certain nombre. Il n'y a pas de doute. Il y a des images d'éléphants qui sont en train de décuver, qui sont très belles. Une photo d'éléphants qui se sont jetés sur des fruits beaucoup trop mûrs et qui sont complètement dans les vapes. Et qu'on fait. Cette photo est magnifique. Les chimpanzés utilisent un palmier qu'ils font fermenter d'une certaine manière. Clairement, il y a beaucoup d'animaux alcooliques si on doit... Les ours. Les mouches aussi. Oui. Non, c'est pas une question du tout étonnante parce que là encore, ils partagent des mécanismes neuronaux, neurochimiques complètement communs avec nous. Et donc, les tentations qu'on peut avoir, ils les ont aussi quand ils rencontrent certaines molécules dans certaines plantes dans la nature. Oui. Juste, ça rejoint une réflexion que vous avez faite tout à l'heure, c'était savoir, quand on est malade, nous, on ne sait pas forcément. Nous, spontanément, on va voir le médecin, finalement, parce qu'on est peut-être des êtres un peu plus de culture. Et la réflexion, et c'est là j'avais posé la question, parce que finalement, toute l'observation qu'on fait et cette recherche sur les comportements animaux, c'est plutôt sous un angle, je dirais, positif, c'est chercher qu'est-ce qui pourrait être bénéfique pour leur santé, et donc peut-être par transmission en tirer des enseignements. Mais finalement, est-ce qu'on observe aussi des comportements inverses, c'est-à-dire des comportements délétères, par exemple, qu'on observe chez l'être humain,
qui, comme disait Yolène, qui va fumer, qui va boire, alors qu'il sait que c'est très mauvais pour lui. La mésange, par exemple, elle prend des mégots de cigarettes, mais on sait pourquoi depuis. Mais en fait, elle venait piquer des mégots de cigarettes et les mettre dans son nid. Et les chercheurs ont découvert que c'est pas parce qu'elles étaient accros à la nicotine, mais parce que la nicotine que contiennent ces mégots, tu vas peut-être pouvoir même en parler mieux que moi, protéger les œufs, au même titre qu'elles utilisent parfois des plantes aromatiques, et c'est quand même plus poétique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'addiction à la nicotine chez la mésange ? À notre connaissance. Pas à notre connaissance. Non. Mais il y a 2 passereaux, pour l'instant en tout cas, qui ont adopté cette stratégie-là. C'est le roselin, dont le nom indique bien qu'il a vraiment un plumage superbe. Et effectivement, la mésange. Ce n'est pas dans n'importe quel milieu, hein, c'est Mexico. Il y a une telle pollution, etc. Il y a tellement de problèmes. Et il y a beaucoup de problèmes d'infection des nids dans ce milieu urbain. Donc, en fait, ce n'est pas du tout une addiction, comme le disait Aïna, c'est une stratégie thérapeutique limite. Parce qu'on sait bien qu'en pharmacologie, c'est la dose qui fait l'effet. Qu'à une certaine dose, une substance peut être un poison, elle peut être thérapeutique à une autre dose. Et apparemment, elle s'arrange, parce que ça devrait être un peu toxique pour leur couvée, à prendre suffisamment de mégots pour que ça tue. C'est pas un raisonnement finaliste parce qu'elles survivent mieux celles-là que celles qui ne mettent pas de mégots. Donc elles mettront suffisamment de mégots pour que ça tue les agents infectieux et les parasites et que ça ne perturbe pas la santé de leurs petits. Donc ça c'est aussi très très fort quand même en termes de juste compromis. Là, je voulais simplement avoir aussi votre réflexion sur. On parle beaucoup de différentes espèces, des espèces sauvages, réellement sauvages. Et quelle est la place des espèces domestiquées ? On parlait du chat, on parlait du chien, qui ne sont pas des espèces sauvages au sens strict. Et est-ce que ces espèces-là ont perdu finalement un peu ce que nous, on a peut-être... C'est difficile en à matière dire. De ce qu'on qualifie d'instinct, de comportement peut-être inné, ou de capacité exploratoire. Il y a les herbes à chat, on connaît tous l'exemple de ces animaux domestiques qui peuvent se purger avec des herbes qui les font vomir parce que ça leur fait du bien. Mais c'est vrai que c'est une discussion qu'on a eue toutes les deux aussi. En fait, clairement, oui, sûrement qu'à force de domestication, en leur donnant de la pâtée pour chat et des croquettes, il y a une forme de confort qui se fait, là, qui pour le coup les fait pas trop innover. On le voit avec l'obésité. L'obésité arrive quand ils appartiennent aux humains. Ou alors c'est la sélection artificielle, ce qu'on a transformé génétiquement la plupart des animaux domestiques qui auraient créé la perte de certains comportements innés. C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que le seul animal domestique au sens large qui ait des performances thérapeutiques incroyables, c'est l'éléphant d'Asie. Mais il n'est pas vraiment domestique, puisqu'il n'a pas été transformé génétiquement et qu'on laisse parfois aller dans la forêt. Et puis il y a un travail sur, cette fois-ci, plus l'herbe à chat purgative, mais l'herbe au chat, la catère, qui a été fait par des biochimistes japonais. Vous savez, la catère, en fait, quand les chats commencent à se rouler dans cette plante, l'herbe au chat, ça active leurs récepteurs aux opiacés, à la morphine. Et donc, ils sont complètement stoned. Là, ils sont vraiment... voilà. Et alors, en fait, ces chercheurs japonais ont été plus loin, parce que ça, c'était connu depuis longtemps, mais en fait, ils ont montré qu'il y a d'autres composés dans la catère, quand ils se roulent dans un état d'extase psychotrope, et ces composés-là sont intéressants pour tuer les parasites du poil. Et étant donné que les félins sauvages, le lion et le tigre, ont la même appétence pour la catère, on se demande si ce n'est pas un comportement inné qui auraient été sélectionnés par l'évolution et de type antiparasitaire. Mais là, c'est pas du tout, c'est là où on voit la complexité, c'est pas du tout l'ordre de l'apprentissage. En fait, le chat, pour être très trivial, a envie de se shooter à la catère, il se roule du coup de plaisir dans cette plante, et à ce moment-là, il libérerait des composés qui, pour son poil, seraient très bons par rapport aux parasites. Voilà. Une ou deux petites questions rapides. Oui, dans le cas des passereaux mexicains, est-ce qu'ils sont en mesure de détecter la nicotine ou ils ne la connaissent finalement qu'en mégot ? Est-ce qu'ils seraient capables en fait de dans la récupérer seulement ? Oui, c'est possible. Dans une plante, c'est ça, dans le tabac ? Oui. On ne sait pas, à ma connaissance. Les travaux qui ont été faits là-dessus ne donne pas de réponse à cette égard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est pas forcément du coup la nicotine qui va répondre, mais on a découvert assez tard que les oiseaux avaient une bonne olfaction. Enfin, c'est une découverte assez tardive. Donc quelque part, en tout cas, on sait que maintenant ils sélectionnent en fonction de leur odorat. Oui.
Donc certainement Absolument. que... On parlait de la mésange bleue de Fango, du parc naturel de Fango en Corse, là, au début de cet échange. Bon, bah, bien sûr, j'ai oublié de le dire d'ailleurs, comment elle repère la calaminte et le reste, c'est surtout à l'odeur, les plantes aromatiques. Effectivement, les oiseaux ont un bon odorat. Ça aussi, ça a été longtemps un préjugé de dire qu'ils n'avaient aucun odorat. Et ça permet d'ailleurs d'expliquer certains comportements qu'on n'expliquait pas chez eux. Bon, ben, on conclut sur encore une découverte récente sur les animaux. Je vous remercie infiniment. On va se retrouver. Oui, bah, ils méritent des applaudissements. On se retrouve dehors pour dédicacer le livre L'animal médecin. On se retrouve, nous, le 1er février, samedi de février 2024, c'est ça, pour la prochaine... et puis ceux qui veulent bien venir en Bretagne pour la... Je crois que je vais le rebaptiser les rencontres de l'intelligence animale. L'université, ça fait peur. Donc ça va être les rencontres de l'intelligence animale. Et vous aurez plein d'infos. Là, vous allez pouvoir revoir les podcasts sur les YouTube, chaînes YouTube et sites de la Cité des Sciences. Et puis sur l'animal et l'homme, vous pouvez y aller. Vous avez plein d'interviews de tout ce joli panel de spécialistes. Donc n'hésitez pas à venir les écouter sur la chaîne YouTube Les intelligences des animaux, les intelligences animales, pardon. Et puis merci d'être là et vive les animaux.